petits-enfants, bon, je ne vais pas commencer avant 3 ans parce que c'est un monde en soi. Il y a tellement de choses qui se passent dans les 3 premières années que ce sera éventuellement un autre sujet. Mais je vais commencer à partir du moment où l'enfant dit je, donc vers 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à ce qu'il perde ses dents de lait. Ce qui est un événement pour l'enfant. Donc pareil, c'est deux choses qu'on ne remarque pas beaucoup et qui sont hyper importantes, je vous dirai mon point de vue là-dessus. Et puis après, depuis la chute des dents de lait de l'enfant jusqu'à la puberté, qui se remarque, hein, ça se voit comme la chute des dents de lait, on ne peut pas ne pas la voir. Et où là, il y a vraiment quelque chose de très important pendant l'adolescence, avec la pensée en effet. Donc c'est une des priorités, la pensée pendant l'adolescence. Donc même s'il y a des choses importantes avant. Donc ce que je vous propose, c'est de vous inviter à visiter un peu ces 3 phases de l'enfance humaine. Nous, êtres humains, ben, on a besoin de temps, notamment pour construire notre pensée. Et c'est important qu'en tant qu'adulte, on comprenne euh, que ces phases ont un sens, que ça peut paraître long des fois en tant que parent, mais en fait, l'enfant, il a vraiment besoin de prendre son temps pour se construire et devenir un adulte, on va voir, mais dans l'idéal, un adulte qui révèle ses potentiels, un adulte qui est créateur, puisque l'être humain a cette capacité d'apporter des choses nouvelles au monde, en positif ou en négatif. Hein, on voit bien que l'être humain peut créer les deux, mais n'empêche qu'il est créateur. Donc c'est important de réveiller cette fonction en nous. Et le petit enfant, en fait, le petit enfant, il va vraiment être dans le jeu, et c'est important de le laisser dans le jeu. Et sa pensée, son gouvernail à lui, puisque sur l'image, hein, j'avais mis un ado, un jeune qui tient le gouvernail d'un bateau, et à l'adolescence, il peut le tenir de mieux en mieux lui-même. Par contre, le petit enfant, il y a plein de choses qu'il ne mesure pas. Il y a plein de choses qui sont dangereuses et qu'il n'en a aucune idée. Il peut vouloir sauter alors qu'il y a 2 mètres de trou, il peut vouloir aller dans l'eau parce qu'il a envie de jouer dans l'eau, mais sans se rendre compte qu'il y a de la profondeur. Enfin, pour plein de choses, le petit enfant, il est confiant et il avance, il découvre dans la vie. Donc c'est vraiment important que l'adulte pose un cadre de sécurité. Donc ça veut dire que c'est la pensée de l'adulte qui va canaliser euh, l'action de l'enfant pour qu'elle soit prudente, protectrice. Et l'enfant, lui, en fait, il a besoin de beaucoup jouer, beaucoup agir. Et c'est en agissant, d'une part, qu'il va construire une forme de concentration, on peut dire d'attention. Aujourd'hui, on parle souvent des problèmes d'attention des enfants. Et en fait, ça se construit vraiment chez le petit. C'est-à-dire que le petit, vous l'avez sans doute tous remarqué, quand il se met à faire quelque chose, d'autant plus en nature, hein, la nature est vraiment une aide précieuse. Quand un enfant se met à vouloir chercher quelque chose dans la nature, il est entier dans sa recherche. Il est entièrement focalisé sur ce qu'il veut faire, et quand il commence à rentrer dans une histoire, un imaginaire, un jeu, il est spontanément dans un autre temps. Donc là où on le remarque le plus en tant que parent ou accompagnant des enfants, c'est quand, par exemple, il est temps de s'habiller, de mettre ses chaussures, etc. Et que l'enfant va s'amuser à démonter les lacets. Waouh, mais c'est trop bien, j'avais pas vu qu'avec le scratch on pouvait faire ça et ça et ça. Puis il y a les parents qui sont là, allez, etc. Mais l'enfant, tout à coup, il a découvert un truc, puis il rentre dedans, ah, mais il oublie tout le reste. Et il n'est pas dans le temps qu'on appelle chronos, notre temps à nous. Il est dans un temps qu'on appelle kéros, c'est-à-dire il est dans un temps où ce qui donne une durée, c'est l'intensité de. Lui, il est dans un autre temps où c'est l'intensité qui compte. Donc ça, c'est vraiment important aussi à avoir conscience de ça, parce que si on arrête brutalement un enfant qui est parti, bah, supposons avec ses lacets, à faire toute une histoire et tout, et que nous, on est prêt à partir, enfin bon, on peut comprendre qu'en tant qu'adulte, on dit bon, ça suffit, quoi.
faut y aller, maintenant on va être en retard et tout, mais de pas non plus le prendre violemment, enfin vivement, sans violence, mais vivement, parce que lui il est dans un jeu, il est dans un truc, et c'est ça. Ça ne veut pas dire de laisser tout faire à l'enfant. On parlait d'un cadre de sécurité, et c'est important qu'il y ait des limites, qu'il y ait des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on fait, etc. Donc, ça ne veut pas dire d'être laxiste et de laisser tout faire et tout, non, c'est pas ça. Mais de comprendre le fonctionnement du petit enfant va permettre de poser un cadre adapté à l'enfant. Et de savoir que si on veut y aller, bah, on se prépare 20 minutes avant, quoi. Parce qu'on sait que forcément, tout à coup, il va y avoir une imagination qui va se mettre en route et que l'enfant n'a pas la même notion de temps que nous. Et c'est pas qu'il n'est pas gentil, c'est juste qu'il n'est pas dans la même perception du temps. C'est important aussi de se rendre compte qu'à son niveau, en faisant ça, il construit les fondations de sa pensée, de sa concentration et de son attention. C'est-à-dire que si on l'interrompt tout le temps, quand il se met à faire un truc qui n'a pas vraiment de sens pour nous, parce qu'il s'intéresse à un bout de papier, puis à une boîte, un coquillage, et je ne sais pas quoi d'autre encore, et qui fait toute une histoire avec ça, puis au bout d'un moment, bon, bah, maintenant ça suffit, arrête ça, on va faire autre chose, ou on va, je sais pas quoi. Ou qu'on veut tout le temps l'occuper aussi, qu'on lui donne tout le temps des jeux, et encore des jeux, et encore des trucs pour s'occuper, comme si il ne savait pas lui-même en fait. Alors qu'en fait, c'est hyper important qu'il fasse des choses qui lui viennent de son monde intérieur et qu'il agit dans le monde extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose à intégrer parce que c'est très différent de nous, adultes. Et aujourd'hui, à notre époque, s'il y a autant d'enfants qui ont des problèmes d'attention, c'est notamment à cause de ça. C'est pour ça que j'insiste, parce que quand ils ont des gros problèmes d'attention, ça les gêne énormément pour apprendre. Et en plus, on leur met une pancarte autour du cou. Alors qu'il suffirait de respecter ce qui est naturel, ce qui est nécessaire, c'est même pas naturel, c'est nécessaire au grandissement de l'enfant. L'autre chose, pour les enfants, vous savez, ils aiment beaucoup qu'on leur lise des histoires. Et vous avez remarqué, quand on lit une histoire à... Je ne sais pas si ça vous arrive, la plupart des enfants assez jeunes aiment qu'on leur lise des histoires. Et même quand ils ne savent pas lire, si vous changez un mot, ça montre que l'enfant, même petit, a une mémoire. Mais c'est une mémoire comme des chansons, des comptines, tout ça. Une mémoire des histoires, c'est un rythme, c'est des sonorités. Et par contre, c'est très précis. Comme le fait de se repérer quand on va chez papy, mamie ou quoi. On tourne là, on tourne là, on tourne là. Ils savent très très bien, assez tôt, quoi. Enfin, c'est des choses qui montrent qu'ils pensent en images d'une façon absolument précise, quoi. Ils ont vraiment besoin de... On va dire des mélodies, en fait. Quand on leur lit des histoires, c'est un peu comme des mélodies avec des refrains. Et si on change quelque chose au refrain, ça ne leur convient pas. Et pareil, quand on fait un circuit qu'on a répété plusieurs fois, etc., ils le mémorisent, ils savent le faire. C'est la répétition aussi qui leur plaît, parce que ça leur permet de modeler leur corps, comme de se construire. Donc, répéter, des fois, ça nous paraît... Bah, je te l'ai déjà lu 10 fois. Oui, mais c'est celle-là que j'aime. Et c'est pour ça que la métaphore, hein, le fait de parler en images universelles, dans les contes aussi, dans les formations que je propose, on apprend à écrire des contes qui ont du sens et d'utiliser des métaphores. Parce que nous, on peut vouloir faire passer quelque chose à l'enfant pour lui guérir de quelque chose, mais on va utiliser des métaphores, on ne va pas utiliser son histoire à lui, parce que ça le heurterait. Alors qu'en utilisant l'histoire d'un petit chat qui a vécu ceci, cela, et la même histoire que lui, mais en métaphore. Et on va guérir ce contexte pour l'aider lui-même à s'ouvrir, parce que les enfants jeunes transforment très vite les choses, quoi. Donc, souvenez-vous de l'aspect métaphore pour la pensée du petit, parce que c'est vraiment
un levier formidable pour faire passer beaucoup de choses ou expliquer des choses aussi. Quand on veut expliquer quelque chose à un petit, il vaut mieux lui expliquer en métaphore que de façon intellectuelle adulte. Parce que là, ok, il ne comprend pas, quoi. Alors que métaphore et action, là, ça passe. Parallèlement à ça, il y a quelque chose d'important aussi quand vous regardez les yeux d'un petit enfant, le regard d'un enfant petit. Il y a vraiment quelque chose de touchant. Il y a son innocence, il y a une profondeur, il y a une dimension sacrée dans le regard, une pureté qui se modifie après. Ça ne veut pas dire qu'on la perd, mais elle se modifie après. On n'a plus cette profondeur, cette ouverture, cette transparence. Et c'est vraiment important de respecter ce sacré, d'autant plus à notre époque, parce que le petit enfant, il est comme une éponge, il absorbe tout ce qui se passe. C'est vraiment une responsabilité pour les parents contemporains de penser pour ces enfants à ce qui est sacré ou ce qui ne l'est pas pour leur enfant. Sacré au sens large, retraduire dans vos valeurs à vous, parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas le petit enfant. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on a sorti les smartphones, par exemple. Ça n'est absolument pas adapté aux petits enfants. Pourquoi? Parce que c'est hors sol, c'est virtuel. Et le petit enfant, il a besoin du concret. Il a besoin d'agir dans la matière, de faire des choses. On a retrouvé des enfants qui ne pouvaient plus se passer de l'appareil et de la lumière bleue et des images rapides pour manger ou pour dormir, et du coup, qui ne parlaient pas à 5 ans. Parce qu'en fait, ils n'entraient pas en relation avec l'être humain. Ils étaient avec l'appareil. Ah bah oui, mais si. Et donc, il y a des choses qu'on peut encore récupérer après. Et puis, il y a d'autres choses, quand l'enfant a perdu ses dents de lait, après, c'est très, très difficile de rattraper. On l'a vu aussi pendant le Covid avec ces adultes qui portaient des masques. Et le fait que l'enfant ne voyait plus la bouche et le son et le larynx vibrer en rapport avec les sons qu'il entendait. Les deux étaient déconnectés. Il entendait des sons, une voix, mais il ne voyait pas la bouche. Parce que le petit enfant apprend en imitant. Il n'apprend pas par des explications, il apprend en faisant comme autour de lui, les grands frères, les grandes sœurs, les parents, les adultes, quand il va à la crèche ou autre. Et s'il ne peut pas imiter la réalité humaine, eh bien, effectivement, il ne peut pas développer les qualités humaines. Euh, Plutôt que de dire, alors déjà prendre du temps, mais en plus le faire, mettre ses chaussures, mettre son manteau, soi-même, que ce soit à la maison ou en crèche ou ailleurs, quand on le fait nous-mêmes, il nous regarde, et ben il le fait. Ou tout au moins il a envie de le faire. Auquel cas on peut l'aider, etc. Mais si on lui dit allez, fais ci, fais ça, ok, déjà ça ne l'intéresse pas. Et en plus c'est abstrait. Alors que si on s'y met nous, ou si on se met à faire de la pâte à pain, il va peut-être avoir envie d'en faire aussi, et de former des trucs, de modeler, etc. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment fondamentales. L'imitation, l'imagination, et le fait de ce fonctionnement hors temps, permanent. Parce qu'on a évoqué les smartphones, mais l'autre... donc au niveau je reviens un tout petit peu sur les écrans. Si ça vous intéresse, vous avez le collectif Cause, je ne sais pas si tu connais, COSE, et le collectif Lève les yeux qui se consacre à étudier l'interaction entre les écrans et les enfants aux différents âges, ou les adolescents, ce qui est encore différent. Une chose qui est très importante, c'est de ne pas embêter les enfants avec tout ce qui concerne la sexualité à la maternelle. Donc là, j'espère que les parents vont se lever, parce que c'est pas du tout adapté, et les enfants, surtout les petits, ne sont pas du tout dans ces préoccupations. Ce sont des préoccupations qui viennent à l'adolescence, et avant, ça fait vraiment beaucoup de dégâts dans l'équilibre psychique du petit enfant. C'est vraiment un poison très grave pour les petits enfants, ce sujet-là. Pourquoi j'attache beaucoup d'importance à la chute des dents de lait? Alors d'une part, c'est parce que j'ai une formation pédagogique Steiner, entre autres, et que j'ai étudié cet aspect-là. La petite dent de lait va commencer à bouger. Donc elle bouge vers, ça dépend des enfants, hein, on va dire 6-7 ans. Et en général, c'est les dents de devant.
Donc quand l'enfant parle ou sourit, on peut tout de suite voir qu'il est en train de perdre ses dents de lait et qu'il va être prêt donc à apprendre. Donc en CP, en général, il y a beaucoup d'enfants lorsqu'ils sourient qui ont toutes leurs dents qui sont tombées, en tout cas devant. C'est quand même un vécu important dans leur bouche d'avoir ces dents qui bougent ou qui tombent ou qui font mal parce qu'elles ne sont pas tout à fait décrochées, etc. Depuis très longtemps, les 7 ans, c'est l'âge de raison. Il y avait dans plein de civilisations des rituels à cet âge-là. Et c'est généralement l'âge où on commence à apprendre, que ce soit en école, à la maison, dans toutes sortes de structures possibles. C'est un âge où il y a comme ce signal, hop, les dents tombent, il passe quelque chose. Le corps physique a toutes ses bases. Évidemment, il va continuer à grandir, il va continuer à se développer. On sait que le cerveau continue à se développer jusqu'à 25 ans. Hein. Ça ne veut pas dire que le corps physique va être figé en aucune manière. Mais il a les bases et il va continuer sur cette base-là. Je crois que l'émail des dents est vraiment d'une consistance matérielle extrêmement dure. Donc ce qu'il y a de plus dur dans le corps quitte le corps. Et ça signale d'un autre côté, je ne sais pas si vous connaissez le corps éthérique, le corps de vie, le corps vital, on lui donne plusieurs noms. C'est là où il y a les chakras, pour ceux qui connaissent les chakras. C'est aussi le corps de la vitalité et qu'on peut vraiment se relier, auquel on peut vraiment se relier dans la nature. La nature a des forces comme ça, très vitales, très éthériques. Et les personnes qui ont travaillé avec des petits-enfants, c'est vraiment, je vous parle de mon expérience et de l'expérience de beaucoup de collègues et d'autres personnes avec qui j'ai discuté. Quand vous travaillez avec des enfants qui n'ont pas encore perdu leur dents de lait, eh bien vous le sentez ça. Vous sentez qu'ils viennent chercher vos forces éthériques. Parce que vous êtes crevés. Mais vraiment, c'est... donc normalement c'est la maman. Enfin, quand c'est la maman qui reste à la maison, qui s'en occupe, c'est la maman qui ne porte plus l'enfant dans son ventre, mais qui continue à porter l'enfant au niveau éthérique. Et évidemment, quand l'enfant est en collectivité ou autre, ben, ça va être les personnes adultes qui sont avec, qui vont devoir faire don de leur force éthérique et donc se régénérer très très fort pour tenir le coup au fur et à mesure parce que l'enfant il en a besoin. Par contre, quand ces dents tombent, ça montre qu'il passe un cap, une étape et qu'il est comme mûr pour acquérir son propre corps éthérique. Qu'est-ce que ça va lui permettre? Ça va lui permettre notamment d'utiliser une mémoire différente, pour ça qu'il peut commencer à apprendre. Ça va lui permettre de se séparer un peu plus. C'est pour ça que l'enfant a envie d'aller voir d'autres gens que son papa et sa maman. Il a envie de découvrir la maîtresse, d'autres enfants, et puis comment ça se passe chez le copain et tout ça. Doucement, hein, pas trop vite quand même. Mais il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là. Ils vont plus avoir les mêmes jeux, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, bah, ce qui comptait, c'est de jouer, quoi. De jouer, et c'était aussi drôle de construire que de tout faire tomber. Alors qu'à partir du moment où ils ont perdu leur dent de lait, mais presque dans les semaines qui suivent, quoi, là, non. Là, je ne suis absolument pas d'accord pour que tu marches sur ce que j'ai construit. Et là, ils acceptent plus que les plus petits marchent sur leurs trucs et leur démolissent et tout ça, et ça crée des conflits entre eux. Et puis, assez vite, ils se mettent à pousser comme des asperges. Alors qu'avant, ils étaient plutôt rondouillards. Là, ça y va, quoi. Ça monte, ça monte. Donc, tout ça, c'est les forces éthériques comme les plantes. C'est-à-dire, c'est à l'opposé des forces de pesanteur. Ils ont des forces maintenant qui les élèvent, qui les verticalisent, quoi. Donc, ce qui amène aussi la verticalisation montre aussi la capacité de penser plus importante et de se séparer un petit peu plus des autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à certains moments à prendre du recul, même s'ils ne vont pas maîtriser toutes leurs émotions tout seuls. Ils peuvent être complètement pris dans leurs émotions, il faut les aider, encore une fois, en apportant notre pensée, notre bienveillance, pour les aider à gérer des tempêtes émotionnelles, des fois qui les submergent et qui ne peuvent pas suffisamment canaliser pour prendre du recul et s'apaiser. Par contre, on voit qu'ils pensent beaucoup plus parce qu'il est possible de faire des cercles de parole avec les enfants, en classe ou ailleurs. Quand on en a plusieurs ensemble, leur expliquant
avec un médiateur, parfois un autre enfant ou un adulte, ils peuvent commencer à conscientiser que l'autre n'a pas fait pour leur faire mal, ou leur piquer le coussin, ou je sais pas quoi, que l'autre était dans son petit monde, et qu'il a fait ça parce que lui, il voulait quelque chose. L'autre en a été blessé, mais c'était pas contre lui. Et donc, ça permet aussi de gérer le relationnel différemment, en acceptant que l'autre est différent de soi, et qu'on peut arriver à résoudre les conflits en mettant de la lumière, de la pensée dessus. Alors que plutôt, on ne fera pas du tout pareil, on ne fera pas du tout comme ça. Donc, c'est important parce que c'est rarement fait pour l'instant dans beaucoup de classes, dans beaucoup d'écoles primaires. Quand il y a des conflits, il y a des conflits, on les punit. On pourrait tout à fait les aider à prendre conscience de la différence de chacun. Donc les amener à un vécu relationnel beaucoup plus développé, beaucoup plus constructif. Et c'est très important aussi ça à notre époque. L'enfant donc de cet âge-là, il est beaucoup dans l'affectif. Vous le voyez avec les enfants qui sont avec des enseignants. S'ils ont un bon feeling avec l'enseignant, waouh, ça passe tout seul. S'ils ne s'entendent pas avec l'enseignant, alors là, c'est une année loupée, quoi. Donc, il faut qu'ils puissent admirer, prendre comme modèle l'enseignant, et qu'il soit admirable. Donc, c'est vraiment très important, et que les parents, dans l'absolu, soient admirables aussi, la plupart du temps, tout en se donnant droit à l'erreur et tout, évidemment, c'est pas d'être parfait, hein, mais d'avoir des côtés comme ça, d'avoir des valeurs, une éthique, parce que l'enfant, il a besoin d'admirer, il a besoin de s'émerveiller de la nature, mais il a besoin de s'émerveiller de l'être humain aussi. Si vous connaissez les intelligences multiples d'Howard Gardner, c'est vraiment un outil précieux, pour les parents aussi d'ailleurs, hein, et pour les ados aussi, hein, avec Howard Gardner et son équipe, qui expliquent, qui ont fait des recherches parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le QI, en fait, de réduire la mesure de l'intelligence au QI avec des tests basés uniquement sur l'intellect linguistique et mathématique. Et en fait, eux ont mis en évidence 8 formes d'intelligence: l'intelligence linguistique, l'intelligence mathématique, mais aussi l'intelligence naturaliste, l'intelligence viséospatiale de l'image, l'intelligence musicale. Comme ça, il y a 8 intelligences différentes qui sont aussi importantes que linguistique et mathématique et par lesquelles passe l'être humain en priorité. L'intelligence émotionnelle va être parfaite, il y a un petit bouquin là-dessus, pour les ados, parce qu'ils deviennent capables de mettre leurs pensées sur leurs émotions et d'avoir un recul important par rapport à ce qui se passe, en tout cas la capacité. Alors que l'enfant, entre la chute de ses dents de lait et sa puberté, il est encore tout au début, sa pensée elle est fragile, puis justement en fonction de l'intelligence, la forme d'intelligence utilisée par un enfant, par exemple si un enfant est kinesthésique, il va avoir besoin de bouger tout le temps. Et donc il va avoir besoin de bouger pour apprendre sa poésie. Et il y a beaucoup de parents qui disent à l'enfant, mais assieds-toi, mais tiens-toi tranquille, mais enfin c'est pas possible, tu bouges tout le temps. Mais il a besoin, il faut le laisser déambuler, faire les pieds au mur, et c'est comme ça qu'il mémorise. Donc ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont besoin de faire des images. Donc par exemple, faire illustrer les poésies ou les cours, c'est une très bonne idée pour ces enfants-là. Ils vont faire une image et c'est avec l'image qu'ils vont se souvenir de l'histoire ou de l'anatomie ou de toutes sortes de choses, même complexes, après, quoi. Donc c'est très important cet aspect des différentes formes d'intelligence pour ceux qui commencent à apprendre sérieusement des choses et pour les ados aussi, parce qu'à ce moment-là, on peut adapter à eux. Alors, évidemment, il y en a qui ont l'intelligence de l'image et qui vont complètement s'épanouir en art plastique. C'est logique. Alors que ceux qui sont kinesthésiques vont plus s'épanouir en sport ou dans ces activités-là. Ceux qui sont musicaux vont avoir besoin de dire les choses dans une voix ou même de chanter, de jouer d'un instrument. Alors, c'est pas non plus parce qu'un enfant a une intelligence musicale qu'il faut absolument lui apprendre un instrument. Vous voyez, il ne faut pas non plus... voilà, il faut rester souple, mais
ça va beaucoup nous aider, soit en tant que parents, soit en tant que professionnels liés aux enfants, de discerner ça, de bien comprendre, et puis après discerner, parce que du coup on adapte. Et dans l'idéal, il serait souhaitable, alors selon si on a les enfants en école à la maison ou s'ils vont dans une école avec plus ou moins d'autres enfants, il faudrait pouvoir adapter à toutes les formes d'intelligence. Donc ça, moi, je me bats avec les enseignants pour ça, parce qu'évidemment, ils ne l'apprennent pas. Et ça sous-entend qu'ils soient créateurs. Parce qu'un coup, il faut être plus dans la voix, la musique et tout, un autre coup dans le corps, un autre coup plus dans l'image. Et pour eux, ça, c'est motivant. C'est de faire successivement, parce qu'ils savent qu'ils auront leur temps. Alors que si on ne fait toujours que l'intellect logico-mathématique et linguistique, les autres, bah oui, on les retrouve, on dit que c'est un échec scolaire. Non, non, c'est juste qu'ils fonctionnent différemment et que le monde en a besoin. Et donc, il y a besoin beaucoup d'une pensée du cœur pour cet âge-là. Il faut que l'enfant aime apprendre, aime faire son activité. On voit bien quand on leur propose une activité ou une autre, on essaie de savoir s'ils aiment ça, s'ils s'entendent bien avec le prof, etc. Il y a beaucoup d'affectifs dans dans leur manière d'utiliser leur pensée. Donc évidemment, là aussi, c'est vraiment important de veiller à éviter toute sexualisation dans cet âge-là, entre la chute des dents de lait et la puberté. L'enfant commence à se sexualiser, notamment au niveau de son corps, seulement à partir de la puberté. Et là, c'est naturel et normal. Et oui, là, il y a besoin d'en discuter, enfin, de l'aider, d'accompagner, et pourquoi pas aussi en discuter d'une bonne manière à l'école, au collège et au lycée. Mais à l'école primaire ou en famille avant, c'est seulement si l'enfant est face à des choses particulières et a besoin lui-même d'en discuter, mais leur balancer des vidéos, leur balancer des infos avec des aspects proches de la pornographie dans ces âges-là, c'est une catastrophe. Donc actuellement, on a des enfants qui consultent les psychologues suite à ces cours parce qu'ils sont effractés, c'est-à-dire que leur système qui n'est pas dans leur monde et qui les choque énormément, qui détruit leur repère et qui est inacceptable. Très très important que les parents se saisissent, trouvent du courage de l'affirmation de soi et disent non. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est compliqué, mais là, on a vraiment des témoignages d'enfants effractés, quoi. Donc, ça veut dire traumatiser, et ça veut dire qu'il va falloir faire tout un travail d'accompagnement pour les réparer. C'est quand même idiot de les abîmer alors qu'ils vont bien. Enfin bon, voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Et puis, les écrans. Là aussi, des pays comme la Suède sont en train d'interdire les écrans à l'école primaire parce qu'ils s'aperçoivent que ça abrutit les enfants et que ça les empêche de développer leur pensée. Et ce qu'il faut comprendre quand on utilise, par rapport à notre sujet de la pensée, un des problèmes, c'est que, supposons que vous voulez créer un jeu vidéo, vous-même, vous allez faire un choix d'avatar, et puis vous allez faire des parcours, avec des rencontres, des combats, des challenges à relever, tout ça. C'est votre pensée d'adulte qui a créé le chemin. Le jeune qui joue, il n'a pas de choix. Il doit retracer avec sa pensée votre pensée d'adulte. Il n'est pas créateur de rien. C'est que tout est déjà tracé. Et du coup, ils ne peuvent pas du tout initialiser, inventer, imaginer, etc. Ils sont coincés dans des limites très, très rigides. Et l'autre aspect, c'est qu'on n'apprend pas, et ça on l'a vérifié aussi pendant le Covid, un enfant n'apprend pas avec une machine. À cet âge-là, l'enfant a besoin du contact humain et de ce fameux modèle affectif dont je vous parlais. Avec une machine, justement, avec lequel il n'y a aucun sentiment, aucun affectif, il n'apprend pas, il ne mémorise pas. Et on l'a vu pendant le Covid, avec tous ces cours qui ont été mis sur numérique pour les enfants de cet âge, avant la puberté. Alors ça allait quand c'était la maîtresse qui enregistrait, par exemple, et qu'ils avaient déjà été en classe avec elle et qu'ils aimaient bien et qu'ils entendaient sa voix parce que ça réactivait
la connexion relationnelle. Mais si c'était juste de remplir des cases sur les supports et tout, donc il y a eu un retard colossal avec toutes les histoires de Covid. Donc, et effectivement, avec les machines, on va faire des crétins. Donc ça sera facile à manipuler, ils sauront à peine écrire, à peine... Et on le voit bien, il y a une baisse du niveau catastrophique. La différence entre le CP, CE1, voire CE2, où là, l'idéal, c'est qu'il n'ait absolument pas d'écran. On aurait besoin d'aller doucement et de ne pas utiliser du tout le numérique dans ces classes-là. CP, CE1, CE2, et de refaire vivre les acquis. Si on reprend l'histoire de l'humanité, il y a eu d'abord l'oral, et puis l'écrit est venu par conséquence avec des pictogrammes qui représentaient des mots. Il dessinait par exemple l'arbre. Pour dire arbre, il dessinait l'arbre. Ça faisait des rébus en fait. Donc par exemple, refaire faire des rébus aux enfants, oui, pour qu'ils comprennent qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir comprendre que l'arbre porte des fraises qui sont bonnes. On peut mettre ça en rébus facilement. Et donc, petit à petit, on leur donne envie d'utiliser un autre support qui va permettre de communiquer avec tout le monde avec d'autres outils. Actuellement, ça va trop vite. Quelle que soit la méthode. C'est comme s'il fallait qu'ils reparcourent un peu la conquête humaine, la conquête que les humains avaient fait pour apprendre à écrire, à compter, etc. On raccourcit évidemment, mais encore en CP, CE1, CE2, de mon point de vue, il faudra encore partir du concret pour aller vers l'abstraction. Le gros souci pour ces tranches d'âge-là, bon, surtout CP, CE1, CE2, enfin équivalent, c'est qu'on les rend hors sol. C'est ça qui pose problème en leur amenant trop tôt le numérique. Après, quand ils sont au CM1, CM2, ils se sont déjà renforcés, ils commencent à acquérir une pensée plus solide et une capacité de recul, en espérant qu'ils ne sont pas déjà addicts, de faire vraiment des courtes sessions, mais de faire gaffe, de ne pas que ce soit l'outil privilégié, quoi, parce que là, on se trahit, quoi, et on les amène dans une voie sans issue pour eux, qui peut les amener tout doucement après vers l'addiction, ce qui est hyper grave, quoi. Parce que si la maîtresse dit que c'est bien d'utiliser l'ordinateur, le smartphone, tout ça, c'est bien. C'est ça le problème. Voilà. Grosse responsabilité, donc, des adultes à notre époque. Oui, voilà, donc derrière, c'est vrai qu'il y a des gros lobbies, on le sait. Maintenant, si on entre dans la puberté et l'adolescence, là, c'est un autre contexte, parce que eux, ils vont intégrer ce qu'on appelle leur corps astral, et qu'ils sont moins protégés quelque part des émotions, et par contre, ils peuvent mieux les gérer parce qu'ils ont une pensée plus forte. C'est une étape, on le voit quand ils rentrent là-dedans, à la fois parce qu'ils se métamorphosent, ils ont des boutons, ils ont des poils, ils ont la poitrine qui pousse, enfin bon, il y a tout qui se change. Et en même temps, leur cerveau donc, va complètement se transformer, où il va y avoir un élagage des choses du petit enfant qui n'ont plus besoin. Donc il y a plein de connexions neuronales qui vont à la poubelle. Et pour faire de la place à de nouvelles connexions qui vont être au service de leurs priorités, vers leur vie d'adulte, quoi. Donc c'est vraiment un tsunami qui se passe en eux. Ça ne veut pas dire que ça va se passer mal, mais ça secoue, quoi. Et qu'ils ont besoin de liberté. Donc liberté veut dire je suis pas d'accord, non d'abord moi je vais faire ça, j'ai décidé, je fais. Et quand même de poser un cadre de sécurité qui n'est pas un cadre d'autorité froide et abusive évidemment, parce que là c'est le clash, quoi. On le sait. Mais ils ont quand même besoin d'une poigne pour dire je suis désolée mais là on va pas plus loin que ça. Ou t'attends 2 ans, ok on verra pour ça ou ça ou ça. C'est une époque où le courage et la force intérieure des parents doit être encore plus forte. Notamment pour les mamans qui sont seules, ce qui est courant aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que les mamans elles développent un côté yang costaud, mais pas violent. Affirmation, tout en gardant toujours le lien, la bienveillance, l'écoute,
etc. Donc c'est assez subtil mais passionnant. De la même manière que je vous disais que le petit enfant, il va jouer, 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 agir, agir, agir en jouant. Et bien là, l'adolescent, il va penser, 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 questionner, élaborer un raisonnement qui va venir confronter avec l'adulte, et encore, comme une boulimie de pensée, de raisonnement. Alors selon les tempéraments, ils viennent confronter plus ou moins, mais ils vont tout conceptualiser. Essayer en douceur de les confronter un peu pour qu'ils continuent à structurer leur pensée. Donc c'est vraiment important pour eux qu'ils le musclent. Vous voyez, il y avait ils se musclaient le petit en agissant, mais les ados, ils musclent leur pensée. Et par des contradictions, par des points de vue systématiquement ou pas systématiquement contraires, mais vu qu'ils ont besoin de liberté, avec les parents, ils sont souvent rebelles pour dire je choisis moi et je ne vais pas faire comme tu as dit et je ne ferai pas comme toi et patati patata sous prétexte d'être libre. Ce qui n'est pas forcément le cas en rejetant le point de vue du parent, mais il y a cette tentation-là, quoi. Mais en tout cas, ils vont commencer à donner une direction à leur pensée et à leur vie. Avant qu'ils vivent leur puberté, la direction, c'était le modèle. C'était le maître, la maîtresse qui montrait la route, quoi. À partir de la puberté, et progressivement évidemment, ils vont se choisir une direction, eux, comme l'archer un peu, quoi, une cible. Et ça, c'est très 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 important qu'on les aide à ça. Ils en ont besoin, encore plus que jamais à notre époque, notamment pour ne pas se laisser fasciner par les addictions nombreuses et multiples de notre époque, et sentir qu'ils sont différents et qu'ils vont vers quelque chose, un idéal, un objectif. Ça peut être un objectif passager, hein. Ça peut être un voyage, ça peut être une créativité. Évidemment, on pense au chef-d'œuvre qui est pratiqué dans les écoles Steiner, hein. Ils réalisent des choses magnifiques qui les occupent. Hein. Ils ont des adultes pour les aider et ils réalisent vraiment des superbes choses, que ce soit une marqueterie ou que ce soit un défilé de mode ou un tableau ou toutes sortes de choses, quoi. Parce que là, ils affirment la spécificité de leur être, de leur jeu, quoi, dans l'acte. C'est-à-dire que là, on commence à entrer dans le fonctionnement de l'adulte. Ils conçoivent quelque chose dans leur pensée, ils réfléchissent, ils sont aidés pour le faire, et ils le réalisent. Et là, ça va leur donner confiance que dans leur vie, ils sont créateurs de leur futur. Que dans leur vie, ils peuvent faire des choix et les mettre en acte. Qu'ils ne sont pas soumis à l'influence extérieure. Donc, vous voyez à quel point c'est important aujourd'hui de les aider à ce qu'ils aient un point de vue, des objectifs qui sont les leurs, et à se construire une pensée forte, un questionnement, du discernement. Donc c'est complexe pour les parents parce que c'est à la fois de garder un cadre avec des choses que non, à tel âge ou dans telle circonstance c'est non, mais c'est quand même eux qui vont beaucoup choisir, etc. etc. Donc voilà, c'est très subtil, mais c'est hyper important qu'ils puissent s'appuyer sur leur propre pensée, même si à certains moments elles dérapent, ils voient ce que ça donne, sous réserve que ça n'aille pas trop loin, puisque avec leur envie de liberté, ils ont des conduites à risque. Donc on a évoqué les addictions, mais il peut y avoir le fait de vouloir foncer avec une voiture sur un parking, plonger le plus haut possible alors que c'est dangereux, je sais pas quoi. À la fois pour les montées d'adrénaline, mais aussi pour sentir mais jusqu'où je peux aller, qui je suis. Donc bon, là, les conduites à risque, il faut essayer de les gérer justement avec un cadre de sécurité de la part des parents ou des établissements ou des clubs en fonction de la situation. Mais c'est là, c'est une réalité. Ils ont besoin de savoir qui ils sont, donc qui suis-je. Et en même temps, il leur faut des limites, parce que s'ils n'ont pas de limites pour découvrir qui ils sont, ils vont la chercher loin. Il faut quand même leur donner des limites pour qu'ils viennent se cogner dessus, parce qu'à ce moment-là, ils sentent leur force à eux. De dire non, je veux pas, ou cette limite-là, elle ne me plaît pas, jusqu'à temps qu'elle cède, ou qu'elle se repousse,
ou qui trouvent un autre moyen d'atteindre leur but, sans passer par là, par exemple. En tout cas, ils ont besoin vraiment qu'il y ait un cadre moral, éthique autour d'eux, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et du coup, ils ne savent jamais qui ils sont parce qu'il n'y a pas la confrontation. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, où on essaie de faire sauter tous les repères, toutes les limites, et où tout est possible, tout est tout droit, tout est possible, on peut faire n'importe quoi. On les emmène dans l'illusion aussi bien au niveau des supports numériques que du discours sur le genre, par exemple, hein, en disant aux jeunes que on peut devenir, on n'est pas dans le bon corps, on peut changer. C'est un mensonge total. Parce que nos cellules, elles sont XX ou XY pour toute notre vie. Et notre sang, toute notre vie, il sera XX ou XY. Alors après, on pourrait dire que c'est de la chirurgie plastique qu'ils font, sauf que c'est pas cool. Parce qu'il y a des effets collatéraux et secondaires qu'il est bon de connaître. Parce qu'ils les embarquent dans une illusion complète. Donc simplement leur dire, mais c'est du mensonge. Après, qu'il y en ait qui soient homosexuels ou autres, ça c'est encore une autre histoire, il y en a toujours eu sur Terre. Mais c'est encore autre chose que d'aller se mutiler pour la vie entière et être sous traitement médical la vie entière. C'est parce que ceux qui ont été opérés là, très tôt, enfin, ont commencé à avoir des traitements à 8-9 ans, des blocages de puberté, et qui ont été opérés à 16 ans, et qui se retrouvent adultes, mutilés et malheureux, ben ceux-là ils font des procès. Mais c'est trop tard. Ils ne peuvent plus, eux, revenir en arrière. Mais par contre, ils dénoncent. Et maintenant, on en trouve des témoignages, beaucoup. Donc ça aussi, c'est précieux pour nous en France, parce on a embrayé avec un temps de retard. Donc aux États-Unis, au Canada, dans plein de pays, ils ont fait tout ça. Et donc on peut trouver beaucoup de témoignages de gens qui sont d'adultes, qui ont fait ça et qui sont malheureux aujourd'hui. Après que des adultes le fassent, c'est leur responsabilité, mais qu'on ne le fasse pas aux enfants, ni aux ados. Et qu'on leur pollue pas la tête là-dessus, en focalisant avec des affiches partout, en mettant ça dans tous les films, tous les bouquins et tout. Donc là aussi, il y a un énorme travail. Il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, beaucoup de gens bougent, mais c'est un gros morceau, très bien financé, toujours par les mêmes lobbies, mais bon. Ceux qui financent tout ça utilisent évidemment les connaissances qu'on a sur l'adolescence et ce qui va les intéresser pour amener les choses comme ça. Donc on crée un tas de nouveaux mots, par exemple. Évidemment, la génération précédente ne connaît pas parce que c'est complètement. Parce qu'il y a une flopée de mots pour définir toutes les nuances dans les genres et tout ça. Par ailleurs, eh bien, il faut savoir que les entreprises maintenant reçoivent du financement à hauteur de. Soit ils font de la propagande pour LGBT et le genre et tout ce qui est dans ce sens, et ils touchent plus de sous. Soit ils n'en font pas et leur quota de soutien financier va sérieusement diminuer. Donc on les achète, quoi. Donc il y a beaucoup de mensonges qu'on induit dans la conscience collective pour manipuler les gens. C'est banalisé et du coup ça détruit les repères humains. Je voulais vous en parler par rapport à la pensée, parce que c'est vraiment important que l'adolescent se questionne, c'est vraiment important que l'adolescent puisse avoir plusieurs points de vue pour réfléchir sur un sujet, puisse étudier plusieurs sons de cloche, pour essayer de se faire sa propre opinion. Même si évidemment qu'ils sont très influençables, mais n'empêche que, c'est pour ça qu'il faut muscler, il faut qu'il muscle sa pensée encore, différemment d'avec les maths, et à notre époque plus que jamais, parce qu'ils sont dans une époque où on est manipulé, mais on est manipulé aussi parce qu'on a la capacité de résister et de dire non et de trouver des solutions. Mais pour l'instant, c'est pas encore évident. Mais n'empêche que, notamment pour les parents, c'est un gros challenge, hein. Mais c'est vraiment important d'avoir confiance que les enfants ont beaucoup de force et beaucoup de potentiel et qu'ils peuvent gérer ça. Mais il faut qu'ils soient forts. Et pour être fort, il faut que nous, on se muscle aussi, qu'on soit fort, qu'on s'affirme, qu'on ait des valeurs, qu'on sache très bien ce qu'on trouve correct, ce qu'on trouve mensonger ou incorrect, ou dramatique, hein, parce qu'il y a aussi des choses horribles.
Donc c'est très très important d'arriver à avoir confiance qu'en même temps il y a une force qui se développe chez l'être humain parallèlement à ces monstruosités, on va dire, hein, et ces manipulations qui vont très 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 loin. Donc, et de positiver ça chez les jeunes qui sentent qu'ils ont un futur. Il y a beaucoup de haut potentiel maintenant, d'enfants qu'on dit haut potentiel, qui en fait pour moi sont des enfants de notre époque, qui ont une pensée très rapide, qui englobe plein de choses. Et ceux-là, s'ils se développent, si on favorise leur épanouissement, ils sont capables de faire face à ça. Mais c'est chaud, quoi. Hein. Et ceux-là, ils seront inarrêtables. Parce que ils vont avoir tellement de force qu'on ne pourra pas les piéger. Parce qu'ils savent, enfin, ils vont, surtout si on les aide à ça, ils vont savoir débusquer les pièges, les mensonges, d'où l'argent vient, etc. Pourquoi ils font ça, etc. Il faut les aider, il faut leur donner des éléments pour discerner. Après, pas en les obligeant à, parce que ce serait la même chose. On peut pas non plus, il faut pas chercher à les convaincre, mais en leur donnant plusieurs infos pour que petit à petit, ils disent, oh ouais, mais c'est bizarre ça, et puis qu'ils aillent vérifier ça, et puis ça, et que petit à petit, ils disent, mais c'est pas ça que je veux moi, attends, j'ai pas envie de nourrir les lobbies, moi ce que je veux c'est, je sais pas quoi, hein, il y a autant de possibilités d'idéaux, il y en a beaucoup des grands idéaux sur Terre pour l'être humain. Donc qu'ils arrivent à s'en choper un et à lui donner de la nourriture tous les jours pour avancer vers leurs objectifs à eux, ça c'est hyper important. C'est hyper important qu'on arrive à voir le mal dans toute son horreur sans se décourager, en comprenant que c'est aussi une invitation à se révéler. Oui, il y a des moments quand on soulève un nouveau couvercle et qu'on voit l'horreur à l'intérieur, il y a des moments où on peut être découragé. Et c'est justement en utilisant nos propres pensées d'adultes, en s'informant, en faisant des recherches, etc., que petit à petit on va comprendre pourquoi, d'où ça vient, quel est l'objectif destructeur pour arriver à proposer des solutions créatrices et soutenir notamment les jeunes dans leurs objectifs et dans leur futur. Donc, encore une chose, c'est la vocation. La vocation, c'est très important à l'adolescence. C'est pas obsolète du tout. Moi, j'ai des ados qui l'ont vécu encore récemment, vers 18 ans et demi. Vous avez un moment qu'on retrouve en astrologie, mais je ne vais pas me lancer dans l'astrologie ici, mais c'est des choses qu'on peut vérifier avec l'astrologie. Il y a un moment comme un peu une fenêtre intérieure qui s'ouvre, où l'être humain peut percevoir qu'est-ce qu'il fait sur Terre, en fait. Et enfin, moi, je l'ai vécu et j'ai vu des jeunes le vivre, et c'est fort parce que tout à coup, il y a quelque chose qui émerge, comme si ça sortait de l'eau et puis que ça devenait tout net. Ben c'est ça, je suis là pour ça, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime, quoi. Donc, ça donne une force colossale, ça. Mais ça peut conduire à une orientation de vie, soit pour développer des qualités, soit pour aller vers un job ou même créer. On peut continuer à créer des nouveaux métiers, hein, ça n'arrête pas. Et regardez la différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, tous les nouveaux métiers qui sont nés. Quand il fait tout le tour, il revient au même endroit qu'à la naissance. C'est 18 ans et 7 mois, plus ou moins. Et là, il se passe quelque chose de fort et de beau, que tout le monde vit, mais plus ou moins. Et on s'en rappelle plus ou moins. Mais ça vaut la peine d'essayer de s'en rappeler parce que normalement, on peut. C'est une expérience intérieure, mais qui peut conduire à des décisions extérieures. Donc c'est d'autant plus important que depuis quand même déjà pas mal d'années, des grandes causes de décès des jeunes en dehors des accidents, bah, c'est le suicide. Et le suicide, typiquement, c'est de ne pas avoir de direction, de ne pas avoir de sens à sa vie, de ne pas avoir d'objectif à atteindre. Donc, ils sont tellement désespérés, tellement découragés qu'ils mettent fin à leur jour, ce qui est terrible, puisqu'ils ont tout l'avenir devant eux. Et qu'aujourd'hui, comme vous le savez aussi sans doute, cette
ce drame du suicide commence à atteindre des enfants de 10 ans. Là récemment, c'est un petit garçon de 10 ans qui s'est suicidé. Ça, c'est des choses quand même très 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 graves qui se passent de plus en plus parce qu'ils sont tellement perturbés par trop de choses que, en plus, ils ne mesurent pas à cet âge-là les conséquences, mais ils ne savent plus quoi faire. Et ils n'en parlent pas forcément, et voilà. Et c'est absolument anormal, c'est absolument délirant qu'il arrive des choses comme ça, quoi. Donc après, il y a toujours un contexte, mais quand même, il y en a de plus en plus. Donc ça va vraiment pas. Un autre point sur lequel je voulais aussi vous attirer votre attention, c'est qu'il y a un projet à l'Éducation nationale, c'est de vacciner les jeunes de 5e. On sait très bien qu'il y a des effets secondaires, il faut absolument refuser ça, parce que ça vient se rajouter au reste, et que dedans il y a de l'aluminium très perturbant justement pour la cognition. Et donc, normalement, à la rentrée, tous les 5e, filles et garçons, normalement, c'est censé être contre le cancer de l'utérus. Alors, tout ça, effectivement, est très important pour les ados qui ont besoin de penser par eux-mêmes, de faire des choix. Et si leurs parents refusent un vaccin, le tout, c'est de bien le faire et c'est toujours possible. Mais il faut que les parents continuent à nourrir leur autorité parentale parce qu'il y a beaucoup de démissions. Donc là, on est vraiment à quelque chose d'important, un rendez-vous important. Quoi qu'il en soit, à cet âge-là, oui, on peut faire des cours sur la sexualité, on peut faire des débats sur la sexualité parce que ça les travaille tous, plus ou moins, et pas forcément dès les premières années, mais c'est des sujets qui les questionnent, donc pourquoi pas en faire des questionnements là-dessus, de bonne façon, respectueuse, en parlant aussi de l'amour, parce que dans les cours, tout ce qu'on a vu, il n'y a jamais la notion d'amour. Donc, évidemment. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et puis, pour les smartphones, il y a quand même quelque chose à creuser. Je n'ai pas encore eu assez le temps de creuser. C'est que maintenant, ils l'utilisent comme arme psychotronique. C'est-à-dire qu'ils font passer des champs radioélectriques ou électromagnétiques pour envoyer des messages manipulateurs dans les smartphones. Donc il faut faire. Donc pour ça, vous pouvez aller sur Robin des Toits, sur tout ce qui est électromagnétique, et qui décrit bien le fonctionnement des smartphones ou des autres supports sans fil. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour ne pas être grillé. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de miser sur ce côté où ils ont un fort potentiel, les jeunes, et où c'est important de les aider à trouver leur idéal, trouver ce qu'ils ont envie de faire vraiment, ce qui leur tient à cœur, et favoriser le fait qu'ils puissent le faire. Alors après, ça peut être des petites idées, enfin, des petits objectifs, comme je vous disais, un voyage ou quoi, comme un objectif de vie, en tout cas pour commencer, parce que on sait bien qu'ils risquent de faire différentes choses au cours de leur vie, mais en tout cas qu'ils aient un futur. C'est très très important qu'ils aient un futur, malgré tout ça, et qu'ils aient connaissance de ces choses-là pour s'en prémunir. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vrai, mais il vaut mieux qu'ils le sachent, parce qu'au moins ils peuvent, réfléchir dessus, et ne pas être niais, ne pas être naïf, en pensant que les personnes qui prennent les décisions ces années-ci veulent du bien à l'être humain. Donc il faut quand même leur expliquer ça. Parce qu'ils puissent quand même discerner que y a certaines choses qui sont manifestes comme étant des décisions qui n'aident pas l'être humain, au contraire qui le plombent et qui le détruisent. Mais que eux, ils ont des choses à faire pour justement apporter une autre façon de fonctionner et sans se soumettre à tout ça. Puisqu'évidemment, quand on parle des choses néfastes, hein, que ce soit la sexualisation, que ce soit le numérique ou les vaccins, tout ça vise à amoindrir la pensée et le choix de l'être humain pour se laisser faire et se laisser embarquer partout où ils voudront et sans rien dire, etc. Donc,
c'est vraiment important de ne pas se laisser faire et de trouver des astuces et surtout d'être créateur quoi, par rapport à ça. Et par rapport donc à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de se rappeler que la pensée de l'adulte est très très différente de la pensée de l'enfant ou de la manière de fonctionner du petit enfant, et en grandissant, il acquiert des notions progressivement, et qu'effectivement, le grand adolescent à 18-19 ans, il a pratiquement la même pensée que l'adulte, même si son cerveau n'est pas terminé, et qui va continuer encore à devoir construire tout ça jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui font des études jusqu'à 25 ans. Donc la pensée continue à se développer et à être de plus en plus créatrice. Ouais, de plus en plus créatrice